Bienvenue dans Mon Psy part en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borloo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Et dans l'épisode du jour, je vais vous partager quelque chose de personnel car je vais parler de tout ce que j'ai appris en pratiquant les arts martiaux. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être fan de Bruce Lee ou de karaté pour trouver de la valeur dans cet épisode parce que ce que je vais vous partager, eh bien c'est avant tout des apprentissages philosophiques, psychologique que vous pourrez appliquer à votre vie de tous les jours, dans votre vie privée, dans vos loisirs, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle. Alors pour vous faire un petit historique de ma carrière de sportif, eh bien j'ai toujours fait du basket de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 30 ans. Et je suis toujours d'ailleurs amoureux de ce sport, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais voilà, tout à coup, eh bien, il y a le Covid qui est arrivé, qui a mis un stop à nos matchs, à nos entraînements. Et puis, quand il était temps de revenir, finalement, je me suis dit, mais j'en ai un peu marre de me faire les mêmes frustrations que d'habitude, de toujours me faire les mêmes blessures parce que j'ai des chevilles que j'ai tellement tordues qu'elles sont vouées à se retordre à chaque fois. Et puis, finalement, j'ai un ami qui avait commencé depuis 1 an le karaté. Et puis moi, ça faisait un moment que je me tâtais pour un sport de combat parce que c'est quelque chose qui m'attirait en termes de développement physique, mais surtout de développement psychologique. Je trouve que le fait de se retrouver sur un ring ou sur un tatami face à quelqu'un contre qui on doit combattre, eh bien, c'est quelque chose qui me fascinait. Je me disais, mais c'est quelque chose qu'il faut vivre une fois dans sa vie pour se rendre compte de l'adrénaline et de la confiance en soi que ça demande de se retrouver face à quelqu'un et de se dire voilà, maintenant c'est lui ou moi, et puis où on met au final notre intégrité physique en danger. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller tester ce karaté. J'y connaissais rien avant. Alors pour le petit coup de pub, parce que si vous voulez aussi commencer une pratique des arts martiaux, eh bien je peux que vous recommander de venir vous entraîner avec nous au dojo qui s'appelle Ichigeki à Lausanne, le dojo de Sensei Giuseppe Biancaniello. C'est à Sévelin et vraiment, c'est vraiment un endroit où on accepte tout le monde est le bienvenu pour faire un cours d'essai et puis venir s'essayer à cette pratique martiale. Et puis, dès le premier entraînement, j'ai été séduit. J'arrive pas trop à expliquer pourquoi, mais j'ai été durant tout l'entraînement dans une sorte de transe un peu méditative où j'étais tellement focalisé sur les mouvements, sur les instructions, etc. Ça a vraiment été un beau moment. Et en même temps, j'ai été comme submergé par une vague de nouvelles informations. Parce que du coup, je rentrais dans un tout nouvel univers où rien n'était connu. C'est-à-dire que je rentre dans un lieu où il y a des coutumes, où il y a des choses à respecter. Voilà, il faut enlever ses chaussures à l'entrée du dojo. Quand on rentre sur le tatami, il faut saluer en rentrant. On doit faire un salut très régulièrement quand il y a des instructions. Et puis tout d'un coup, j'ai été confronté à des instructions qui étaient données avec des mots japonais. Donc je connaissais pas les mots, je connaissais pas les mouvements, j'avais aucune souplesse, etc. Et du coup, en fait, c'était en même temps extrêmement stimulant d'avoir toutes ces infos à découvrir, tout ce monde tout d'un coup qui s'ouvrait à moi, et en même temps un peu stressant parce que j'avais l'impression d'être submergé, à me dire mais bon, il faut que je commence par quoi? Est-ce que je dois commencer à apprendre les termes en japonais? Est-ce que je dois commencer à faire du stretching? Est-ce que je dois apprendre comment donner des coups? Est-ce que je dois apprendre la culture japonaise, la culture des arts martiaux? Pour vous donner une idée, après le premier entraînement, ou le deuxième, je sais plus, on avait fait des frappes sur des pao, donc c'est des espèces de coussins assez durs.
Et puis, je m'étais ouvert la main, parce que je tapais pas du tout juste. Et en fait, le lendemain matin, je me suis trouvé un peu bête, mais au final, il y avait aucune raison. Je suis juste allé sur Google et j'ai tapé comment donner un coup de poing. Et puis j'ai vu que là où je m'étais ouvert la main, c'est pas du tout l'endroit où il faut taper. Et voilà, en fait, c'était hyper intéressant de voir qu'on commence tout en bas de l'échelle, vraiment de zéro. Et puis maintenant, ça va faire très bientôt une année que je pratique de manière vraiment assidue ce sport. J'ai jamais autant pratiqué de sport de ma vie, en fait. Très vite, j'ai eu une assez grande cadence d'entraînement. Et puis aujourd'hui, j'en suis à faire du renforcement musculaire 2 fois par semaine, le matin chez moi, 3 soirs par semaine au dojo, les entraînements, 2 autres matins dans la semaine où je fais plutôt des étirements, répéter les katas, etc. Et je voulais vous faire un petit épisode pour vous offrir les leçons, les apprentissages que j'ai faits au niveau psychologique, au niveau confiance en soi, au niveau philosophie, et que vous pouvez utiliser au final dans votre vie de tous les jours. Alors, un premier apprentissage que j'ai fait et que je continue à faire perpétuellement, c'est que on peut toujours se perfectionner et qu'on n'a jamais terminé d'apprendre. Et en effet, une chose qui m'a frappé quand j'ai commencé le karaté, c'était que tous les niveaux s'entraînent en même temps, font exactement le même entraînement. Et ça m'a surpris parce que, dans le basket, on s'entraîne toujours par niveau, si on veut. C'est-à-dire, j'ai été pendant plusieurs années dans une équipe de 2e ligue, on avait tous plus ou moins le même niveau. Il n'y avait pas un énorme écart entre quelqu'un qui pourrait jouer en Liga et puis quelqu'un qui fait du basket juste le dimanche après-midi. Donc là, j'ai trouvé étonnant que, en fait, je voyais des ceintures noires qui ont 20 ans d'expérience ou plus suivre le même entraînement que moi. Alors, bien sûr, après, il y a parfois des nuances en termes d'intensité, en termes de nombre de répétitions, en termes d'attente ou d'objectifs, mais au final, on passe tous au travers du même entraînement. Et ça, je trouve vraiment assez incroyable parce que, typiquement, on répète énormément les mêmes gestes. Les coups de poing, les coups de pied, c'est quelque chose qu'on répète à chaque début d'entraînement. Et on pourrait se dire, mais au final, c'est bon, au bout d'un moment, on a compris comment donner un coup de poing. En fait, pas du tout. Et même après 20 ans de pratique, les ceintures noires sont toujours en train de perfectionner la posture, la puissance, l'efficacité, la précision, etc. Et donc, d'avoir cette posture mentale en se disant, en fait, il n'y a jamais rien qui est acquis, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours maîtriser, et de comprendre qu'il y a des niveaux d'acquisition. Ça, c'est hyper important aussi, c'est-à-dire, au début, tout ce qui compte, c'est d'apprendre, voilà, là, je dois faire un coup de poing, là, je dois faire tel coup de pied, et puis d'arriver à faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce coup de poing ou ce coup de pied. Puis petit à petit, après, on va travailler sur peut-être la vitesse, et puis ensuite la puissance, puis ensuite on va aller travailler sur la position des hanches, etc. On peut aussi voir ça dans notre vie, parce que au final, on a tendance à se comparer aux gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, on va se comparer au niveau qu'ils ont actuellement. Donc, il y a des gens, peut-être, par exemple, si vous êtes indépendant, vous voyez quelqu'un qui est dans le même domaine que vous, mais qui est là depuis 10 ans alors que vous êtes dans votre première année. Oui, il y a des choses que vous allez faire pareil. Par exemple, vous allez peut-être poster le même genre de contenu sur les réseaux sociaux. Mais de comprendre qu'il y a des niveaux différents, ça aide à être plus indulgent envers soi. Parce que oui, il y a des choses que on va faire pareil, mais c'est pas parce que la tâche est pareille que on s'attend à avoir le même niveau. Parce que évidemment, quand on a une année d'expérience ou 10, on ne peut pas prétendre au même niveau de maîtrise. Donc ça, c'est hyper intéressant d'essayer de voir quels sont les niveaux de maîtrise que je peux atteindre dans ma vie de tous les jours, dans mes compétences, dans mes hobbies, dans ma carrière professionnelle, etc. Un deuxième apprentissage que j'ai également fait, c'est de voir que les gens que j'admire, en fait, ils passent au travers des mêmes épreuves que moi. C'est-à-dire que
ben voilà, il y a des gens dans le dojo où je m'entraîne qui ont un niveau incroyable et que je peux admirer pour leur technique, leur physique ou plein d'autres qualités. Mais ce que je trouve intéressant, c'est toujours dans cette thématique de comparaison à l'autre, eh bien de voir que même des gens qui sont extrêmement forts, qui ont fait des compétitions internationales, eh bien à la fin de notre entraînement, ils sont aussi lessivés, ils sont aussi crevés, ils vont aussi chercher dans certaines de leurs limites. Et donc, quand j'ai commencé, je me disais, ben voilà, on fait le même entraînement, mais pour que moi je puisse suivre, ben moi je vais être crevé, puis eux ils vont terminer l'entraînement et puis ils auront à peine transpiré. Ben en fait non. Et c'est intéressant de voir que, à nouveau, on peut avoir des niveaux très différents, mais qu'au final, chacun va expérimenter aussi ses propres challenges, va aller au bout de ses propres limites, et ça je trouve top. Et c'est l'avantage dans un sport individuel, c'est que on va pouvoir se concentrer que sur soi. Et puis on va être le seul responsable de l'intensité, de l'énergie qu'on met dans notre entraînement, de notre concentration, etc. C'est-à-dire, je suis pas en forme, et ben c'est moi qui le paye. Je me donne à moitié, c'est moi qui le paye. Alors que quand on est dans un sport collectif, eh ben voilà, si je me donne à moitié, mes coéquipiers vont en pâtir. Et puis si moi je suis à fond, mais que j'ai des coéquipiers qui se donnent pas vraiment, ben ça va m'énerver. Donc ça je trouve super parce que le karaté dans ce cas-là, eh bien ça permet à tout le monde, peu importe la forme physique, peu importe l'expérience, de faire le même entraînement sans frustration parce que chacun va y aller à son rythme, va y aller jusqu'au bout de ses propres limites et ça n'aura pas d'impact sur les autres. Et on peut passer alors au troisième apprentissage que j'ai fait jusqu'à maintenant dans cette pratique du karaté et qui est en lien en fait avec le règlement du dojo. Quand j'ai commencé, j'ai évidemment lu le règlement et dans ce dernier, eh bien, il y avait des règles que je trouvais super intéressantes, notamment sur la communication entre les personnes dans le dojo. Alors, il y avait une règle, c'était ne pas corriger son sensei ni son senpai. Alors, sans rentrer dans les détails, mais un sensei, c'est quelqu'un qui obtient ce titre après avoir passé son 3e dan de ceinture noire, c'est-à-dire avoir une ceinture noire et puis encore 2 grades au-dessus. Et puis, dans le cadre de notre dojo, c'est celui qui donne les enseignements. Et le senpai, eh bien, c'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui a obtenu sa ceinture noire. Et c'est donc indiqué que il est impensable qu'un élève qui est inférieur en grade, donc qui a une ceinture inférieure à son senpai ou son sensei, les corrige. Et puis, ils expliquent cela en disant « En corrigeant un sensei ou un senpai, l'élève fait 2 assertions. Premièrement, que le sensei n'a pas fait son travail en enseignant pas correctement au senpai. Deuxièmement, que l'élève pense en savoir plus que le senpai. Et troisièmement, que l'élève n'a pas besoin de pratiquer puisqu'il a le temps de corriger les autres. Lorsqu'on corrige, on transmet et on ne peut pas en même temps transmettre et recevoir. » Et ça, je trouve hyper intéressant parce que cette règle, elle vaut pour tous les grades, c'est-à-dire on va jamais, au final, corriger quelqu'un de supérieur à nous en grade, mais au final, elle s'applique un peu à tout le monde, c'est-à-dire que ça nous force à rester dans notre ligne, à nous concentrer sur nous, sur notre propre perfectionnement, sur ce que nous, on peut travailler dans notre technique, dans notre attitude, etc., avant d'aller chercher à modifier les autres. Et je trouve que en termes de philosophie, en termes psychologiques, c'est extrêmement puissant parce que, on peut parfois être beaucoup porté vers l'extérieur à se dire « Ah mais les autres devraient se comporter comme ça, ils devraient me parler de cette manière, ils devraient m'apporter ceci ou cela. » Et puis, je trouve que cette règle, elle nous permet de nous refocaliser sur nous, sur notre responsabilité. Et ça, dans notre vie de tous les jours, je pense que c'est hyper utile de se questionner sur, ok, j'ai des problèmes dans ma relation, mais avant de dire à l'autre ce que lui doit faire, qu'est-ce que moi je peux changer? Qu'est-ce que moi je peux remettre en question dans mon propre comportement? Comment est-ce que je peux déjà balayer devant ma porte avant d'aller balayer devant celle des autres? Et ça, je trouve que c'est une attitude hyper saine parce que ça permet de reprendre la responsabilité de nos difficultés, de nos défauts, de nos travers,
et puis d'abord de se concentrer sur soi avant de vouloir changer les autres. Et puis finalement, le dernier enseignement que je retiens pour l'instant de ma pratique du karaté, eh bien, c'est à quel point on a une capacité à développer notre potentiel. Alors ça, c'était pas une découverte pour moi, mais ça a été plutôt un exemple très très concret d'à quel point j'étais capable de développer des compétences et mon potentiel. Juste pour resituer, c'était il y a 2 ans, je crois. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport à cause de blessures, à cause du Covid. J'avais extrêmement peu d'activité physique dans ma journée parce que j'habite très proche de mon lieu de travail et je commençais à avoir des douleurs pas possibles dans le dos à force d'être assis toute la journée, jusqu'au point où juste des fois en me baladant, j'avais des douleurs dans la jambe qui me paralysaient la jambe. Et une fois j'ai essayé, c'était entre quelques vagues Covid, je me rappelle plus bien lesquelles. J'ai voulu faire un barbecue puis faire un petit foot avec des amis. Et puis j'ai fait 2 pas, ma jambe s'est paralysée de douleur. Et déjà là, ça a été un gros déclic pour moi. Puis à partir de là, j'avais commencé à me dire, ok, là je vais vraiment faire 10 000 pas par jour, je m'impose ça. Donc c'était un objectif que j'ai tenu. Tous les jours, j'allais marcher pour avoir au moins 10 000 pas par jour. Et puis, voilà, petit à petit, j'ai suivi ce processus, mais je faisais toujours pas de sport. Et puis, tout à coup, un deuxième déclic que j'ai eu, c'était en vacances, les dernières vacances d'été, en fait, que j'ai faites, où tout d'un coup, déjà, je voyais mon ventre, j'avais pris un peu du bide, et puis ça me dérangeait. Et tout d'un coup, j'ai vu, en fait, des photos de vacances, et il y a quelques photos où vraiment je me suis dit, non, là, c'est pas possible. Et je me suis dit, je suis à un tournant de ma vie. Soit je réagis pas et puis je vais commencer à mettre du ventre et ma santé va se détériorer. Parce que bien sûr, il y a le côté esthétique, c'est une chose, mais avant tout, c'est le symbole de je prends pas soin de ma santé. Je prends pas soin de ma santé si j'ai pas d'activité physique. Et je me suis dit voilà, soit je continue comme ça et ça va s'empirer. Et là, je suis à 30 ans, j'ai déjà des douleurs qui m'empêchent parfois de marcher. Donc ça va pas aller vers le beau, ou bien je prends un tournant radical et je me reprends en main. Et là, ça a été aussi un tournant, c'est là où j'ai décidé de m'inscrire au karaté. Et puis, résultat des courses, maintenant je m'entraîne 7 fois par semaine. Donc c'est là où on voit que en l'espace de 2 ans, je suis passé d'une sédentarité extrême où l'objectif c'était simplement d'aller faire 10 000 pas par jour, à quelques mois ou quelques années plus tard, une charge d'entraînement qui ressemble à une charge d'entraînement de sportif d'élite. Donc je répète toujours en consultation aux gens quand je les accompagne dans des changements, d'y aller pas à pas, d'avoir des objectifs élevés, mais de s'y rendre pas à pas. Et j'avais envie de vous partager cette anecdote, mon expérience, parce que c'est un exemple très clair de comment des petits pas peuvent nous emmener vers quelque chose de très grand. Et c'est clair que s'il y a 2 ans, on m'avait dit maintenant tu vas t'entraîner 7 fois par semaine, jamais j'y aurais cru parce que je m'entraînais même pas 1 fois par semaine, même pas 1 fois par mois. Et donc voilà, petit pas après petit pas, j'y suis. Donc je vous remercie. J'espère que ces enseignements pourront vous servir, que vous pourrez les transférer à votre quotidien. Et évidemment, si vous êtes intéressé par le karaté, vous êtes les bienvenus au dojo Ichigeki à Lausanne. On se fera un plaisir de vous accueillir. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément, donc merci d'avance pour cela. Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon Psy part en live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.